Olivier Delorme, bonjour. Qui êtes-vous? Bonjour. Alors, je suis historien de formation. Dans les années 80, j'ai été directeur des études et recherches à l'Institut Charles de Gaulle, puis responsable auprès de Bernard Tricot, ancien collaborateur du général sur les affaires algériennes, puis secrétaire général de l'Élysée, dans l'organisation d'un grand colloque en 1990 pour le centième anniversaire de la naissance du général de Gaulle, un colloque international. Et puis ensuite, j'ai dirigé une collection de recueils de textes à la documentation française. J'ai enseigné l'histoire des relations internationales à Sciences Po, Paris. Et ensuite, je suis passé au roman, roman historique, enfin roman plus ou moins historique. Le dernier étant sur Thémistocle, grand résistant, résistant grec athénien à l'invasion perse en 480 avant Jésus-Christ. Et puis, voilà, c'est aujourd'hui mon activité principale, c'est l'écriture de romans. Je travaille aujourd'hui sur un roman sur Hippocrate et les débuts de la médecine occidentale, parce que j'habite la plupart du temps dans une petite île grecque tout près de Kos, où Hippocrate a enseigné. Pourquoi avoir signé cette pétition? Pourquoi avoir signé cette pétition? Parce que je suis absolument persuadé que l'Union européenne nous mène à la catastrophe. Je ne veux pas être plus long, on en reparlera plus en détail. Quelles sont les conséquences de l'Union européenne sur votre vie quotidienne ou sur votre activité? Sur ma vie quotidienne et mon activité, pas grand-chose. J'ai toujours été professeur, d'abord professeur d'histoire en France. J'ai toujours eu une activité dans laquelle l'Union européenne n'a eu aucun effet. Mais c'est à l'origine de tous mes engagements politiques. À quel moment avez-vous cessé de croire en l'Union européenne? Je n'y ai jamais cru. Voilà. J'ai 68 ans. Je suis arrivé à l'âge électoral dans les années 70, à la fin des années 70. Mon premier engagement électoral mon premier engagement politique a été d'adhérer pour quelques mois, on va dire, au RPR de Jacques Chirac, parce qu'il y avait eu l'appel de Cochin. Et j'ai fait la campagne de 1979, la campagne de la première élection au suffrage universel du prétendu Parlement européen, on y reviendra tout à l'heure si vous voulez, mais qui n'est pas un vrai Parlement, pour la liste qui s'appelait, je crois, Défense des intérêts de la France en Europe, qui était menée par Michel Debré. Et donc j'ai toujours été ce qu'on appelle un eurosceptique. Voilà. Alors j'ai démissionné très vite du RPR quand je me suis rendu compte que l'appel de Cochin était enfin, voilà, c'était une ruse électorale de Chirac pour capter un électorat, mais qui n'avait pas derrière un véritable engagement. Et si vous voulez continuer, j'ai voté pour Marie-France Garot au premier tour des élections de 1981. J'ai voté contre Maastricht et j'ai voté contre le traité constitutionnel. Donc, si vous voulez, toute ma vie politique a été marquée par cette non-croyance dans l'Union européenne. Quelles sont les 3 critiques que vous adresseriez à l'Union européenne, si vous ne deviez n'en retenir que 3? Antidémocratique, antinationale, anti-économique. C'est-à-dire que c'est un instrument de destruction massive de la démocratie, c'est un instrument de destruction massive de la nation, qui est le cadre dans lequel se construit la démocratie et la démocratie sociale à laquelle je suis attaché, et anti-économique, parce que voilà, l'euro a été l'arme de destruction massive de notre industrie
et de notre capacité de production dont on se rend compte aujourd'hui qu'elle nous emmène vers une paupérisation accélérée. Pourquoi faut-il, selon vous, passer par un référendum? Ben, il faut passer par un référendum parce que il faudra passer à un moment donné par un référendum parce que ce que le peuple, cette décision qui engage le destin du peuple, c'est au peuple de la prendre. Voilà. Alors, la question est, pourquoi on s'est assis sur le référendum de 2005 et pourquoi on a fait passer par la voie parlementaire quelque chose que le peuple avait refusé. Donc il y a un moment où il va falloir réparer cette fracture démocratique dont nous sommes en train de... Voilà, toute notre vie politique, depuis que Sarkozy s'est assis sur les résultats du référendum de 2005, toute notre vie démocratique est profondément marquée par cette fracture entre le peuple et des élites qui se sont crues légitimes à annuler le vote du peuple. Donc il va falloir, à un moment, renouer le fil démocratique par ce vote populaire. Quelles sont les 3 décisions prioritaires à prendre une fois hors de l'Union européenne, selon vous? Alors, je pense qu'il faut sortir de l'OTAN. On en reparlera sans doute. Alors peut-être que ça sera dans l'autre sens, comme c'est possible, vu les choses actuelles. Il faudra rebâtir une industrie. Alors, rebâtir une industrie, ça veut dire à la fois un protectionnisme intelligent et une forme de planification de ce que mon ami Rougeron appelle l'État développeur, renouer avec cet État développeur des années 1960 qui a eu tant de réussite et que nous copie aujourd'hui, des pays d'Asie du Sud-Est ou la Russie qui s'inspire, comme le dit régulièrement Jacques Sapir, qui s'inspire du modèle de la France gaullienne des années 60 avec ce que le général appelait l'ardente obligation du plan. Et puis, il va falloir nationaliser la Banque de France, parce que tout ça n'est pas possible sans revenir à dégager la Banque de France des intérêts privés et à la remettre au service de l'État, avec évidemment une monnaie nationale, puisque la sortie de l'Union européenne aura entraîné la sortie de l'euro ou l'inverse, et qu'il faudra revenir à quelque chose qui est de la capacité de l'État non plus à s'endetter, mais à construire des instruments de désendettement. Et ces instruments de désendettement, c'est avant tout le fait de refaire de la France un pays producteur. Comment évoluera la France si nous restons dans l'Union européenne? Elle va mourir. Je veux dire, on voit bien aujourd'hui comment plus rien ne marche. Je veux dire, les services publics tombent en décrépitude parce que les règlements européens nous ont forcés à privatiser des choses qui n'ont pas à être privatisées, parce qu'aujourd'hui, elle nous contraint à vendre les barrages qui produisent de l'hydroélectricité, et que l'incertitude sur le statut de ces barrages fait qu'EDF n'a pas investi dans la modernisation de ces barrages qui pourraient produire beaucoup plus qu'ils ne produisent, et évidemment la question nucléaire, donc où l'Union européenne enfin c'est pas l'Union européenne, c'est notre classe politique qui nous a trahis en acceptant les diktats de Bruxelles sur le marché européen de l'électricité, mais on pourrait multiplier les exemples. L'industrie automobile qu'on est en train de suicider, tous les règlements sur les ventes d'entreprises à des
à des capitaux étrangers qui font que nous avons perdu tous les champions économiques que nous avions. Et donc tout ça, si on continue sur cette ère-là, nous mènera à une tiers-mondisation qui est déjà largement entamée. On voit bien comment il n'y a plus de volonté nationale de développer un pays et de maintenir ce pays dans le peloton de tête mondial, et que tout passe par la soumission à une Europe qui nous englue dans un mélange de libéralisme stupide et de bureaucratie paralysante. Donc si on ne sort pas de ça, on est mort. Merci Olivier Delorme pour vos réponses. Nous passons donc à la deuxième partie de cette émission, la partie entretien. Alors, vous résidez en Grèce, vous êtes un Français résidant en Grèce, et vu de votre fenêtre, je dirais, comment voyez-vous l'Union européenne aujourd'hui? Est-ce que selon vous, elle est paralysée, en voie d'effondrement? Est-ce que, au contraire, on ouvre une nouvelle page pour elle de croissance, peut-être même d'élargissement? Je pense que l'Union européenne est en fin de vie. Voilà. Donc, elle est devenue tellement impotente du fait de ses propres institutions et tellement éloignée des peuples que dans la période de crise qui s'annonce, non, dans la période de crise dans laquelle nous sommes entrés, et qui est une période de crise qui va durer, ce colosse au pied d'argile ne peut que finir par s'effondrer. La question, c'est quand et comment. Et ça, si vous voulez, c'est très difficile à prévoir, y compris pour un historien, parce que on voit bien que des États impotents et dans des situations qui semblent les condamner à brève échéance ont pu durer. Si vous voulez, l'Empire ottoman, par exemple, dès après son apogée, il entre en crise au XVIIe siècle, et il va durer en réalité, je veux dire, on le qualifie au XIXe siècle d'homme malade de l'Europe, les Russes notamment, et en réalité, il tient le coup jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale. Donc le fait de devenir impotent et d'être en crise ne signifie pas que cette crise va être courte. C'est pour ça qu'il convient de l'accélérer au maximum. Alors, comment l'accélérer? Évidemment, en la combattant. On voit bien, si vous voulez, aussi comment aujourd'hui cette Europe est incapable de se donner des frontières. Dans l'état dans lequel nous sommes, envisager aujourd'hui l'intégration de l'Albanie, de la République, nord-macédonienne, de la Bosnie-Herzégovine, du Kosovo. Alors, le Kosovo, c'est presque un cas d'école, si vous voulez. L'Union européenne ne peut pas reconnaître le Kosovo parce que plusieurs de ses États membres ne veulent pas le reconnaître. La Grèce, parce qu'il y a Chypre, et donc Chypre parce qu'elle est occupée et que la République du Nord de Chypre revendique le statut d'État qui ne lui est pas reconnu internationalement, la zone occupée par la Turquie.
et qui n'est pas un État, qui est en réalité un appendice de la Turquie impérialiste. L'Espagne à cause de la Catalogne, la Roumanie à cause de à cause de la Transylvanie, la Slovaquie parce qu'elle elle est solidaire avec ces autres pays sur cette question. Et donc on voit bien comment cette Union européenne finance un État mafieux qu'elle ne peut pas reconnaître politiquement. Et ces États du sud des Balkans, dont on dit aujourd'hui qu'il faut accélérer l'adhésion, sont tous des États dominés par le crime organisé, qui n'ont pas d'économie viable et qui sont dans un état politique catastrophique, si vous voulez. Et malgré tout, on maintient la fiction d'une adhésion, enfin la fiction, on maintient la volonté d'intégrer de manière de plus en plus, de manière rapide ces États. La même chose sur l'Ukraine. Quel est le sens aujourd'hui d'intégrer ce pays dominé par le crime organisé, en guerre, où nous avons déjà déversé des milliards d'euros qui ont été en grande partie détournés par une nomenclatura totalement criminalisée, de l'intégrer à l'intérieur de l'Union européenne. Alors qu'en même temps, les accords qu'on a déjà passés avec cette Ukraine permettent de tuer des secteurs agricoles entiers de pays membres par une concurrence déloyale. Et cette Europe n'est même pas capable aujourd'hui de mettre fin à la négociation d'adhésion de la Turquie, alors que la Turquie ne satisfait aucun critère démocratique exigé en principe par l'Union européenne. Donc, si vous voulez, il y a une espèce de course en avant à l'élargissement qui, à mon avis, va être un élément accélérateur de la dissolution. Mais en même temps, voilà, cette union, elle existe toujours, et à chaque crise, elle arrive à trouver des rustines pour se maintenir en vie. On voit bien comment elle intervient aujourd'hui dans des élections pour empêcher les candidats, alors pas toujours avec succès, pour empêcher des candidats eurocritiques ou hostiles à l'Union européenne d'arriver au pouvoir. Le cas de la Roumanie est quand même extrêmement inquiétant sur l'avenir démocratique de ce monstre institutionnel qu'est l'Union européenne. Les ingérences dans le processus électoral en Moldavie, elles-mêmes promises à une adhésion à l'Union européenne, sont tout aussi inquiétantes. Donc voilà, si vous voulez, vu de Grèce, qu'est-ce qu'on peut rajouter ? On peut rajouter qu'il y a eu une absence totale de solidarité vis-à-vis de la politique migratoire turque, qui consiste à fermer ou ouvrir le robinet des migrants qui se déversent sur les îles grecques en fonction des rapports de la Turquie et de l'Union européenne. C'est-à-dire que quand la Turquie veut obtenir quelque chose de l'Union européenne, elle ouvre le robinet à migrants et elle amène des migrants sur la frontière, elle les embarque sur des bateaux ou elle les amène sur la frontière terrestre, comme ça a été le cas il y a quelques années avec des bus qui ont mis ces migrants dans la zone entre la Grèce et la Turquie pour forcer la Grèce à les accepter et pour forcer la négociation avec l'Union européenne. Et vous vous rappelez tous de Mme Merkel allant à Ankara sans aucun mandat de l'Union européenne et dépensant plusieurs milliards au nom de l'Union européenne
pour adoucir la politique turque et demander à Recep Tayyip Erdogan de garder mieux sa frontière. De la même manière, la Frontex, qui est censée participer à la garde de la frontière grecque, est totalement inefficace. C'est-à-dire que cette frontière est... la volonté de Frontex de défendre cette frontière est absolument nulle. Les gouvernements grecs ont évolué. Le gouvernement grec actuel a pris une position très radicale sur la non-acceptation des bateaux qui sont refoulés à la limite des eaux territoriales. Mais ils se font régulièrement condamner par l'Union européenne. C'est-à-dire que l'Union européenne ne les aide pas à garder la frontière, et en même temps, elle les condamne quand il y a refoulement par les autorités grecques. Donc, si vous voulez, tout ça est un problème tout à fait considérable. Et si vous voulez, on peut parler des effets de la politique européenne sur l'économie grecque. On va en parler, vous inquiétez pas. Voilà, puisque on a maintenant plus d'une dizaine d'années de recul sur ce qui s'est passé à l'époque, et que donc on peut effectivement parler de cette question-là. Alors, avant justement d'en venir à l'état de l'économie grecque, vous avez écrit il y a quelques années un ouvrage, 30 bonnes raisons de sortir de l'Europe. Que voici, que voilà. Que vous pouvez montrer à la caméra. Aux éditions HEO. Nous invitons tous nos téléspectateurs à lire. Est-ce que votre position à l'époque a évolué, ou est-ce que ces 30 raisons sont toujours aussi valables qu'avant, voire même plus nombreuses? C'était construit comme un manuel de guérilla. C'était construit comme un manuel pour donner des arguments. Et il se trouve que je l'ai relu il n'y a pas très longtemps parce qu'il vient d'être traduit, ou il est en cours de traduction en République tchèque. Et donc, alors, bien sûr, il y a des noms qui ont changé. C'est-à-dire qu'il a été écrit à l'époque de la commission Juncker. Mais en réalité, rien n'a changé. C'est-à-dire que tout ce que j'explique sur le caractère antidémocratique de cette construction, les effets cliquets, c'est-à-dire que on ne revient jamais en arrière sur une décision, la production de normes par des organismes, notamment la Cour européenne de justice, ou plutôt la Cour de justice de l'Union européenne, qui produit du droit à jet continu en arbitrant des conflits commerciaux, industriels, de toute nature, et qui produit du droit en continu sans aucun contrôle démocratique. Et du droit qui ensuite est transposé dans les législations nationales par les assemblées parlementaires nationales, sans pouvoir être ni amendé, ni en réalité refusé. Donc, si vous voulez, il y a dans cette Union européenne un caractère antidémocratique qui tient non pas, ce que disent les européistes, à un déficit démocratique qu'on pourrait combler. C'est pas ça du tout. C'est-à-dire que dès l'origine, Jean Monnet et consorts ont conçu cet instrument pour vider les démocraties nationales de contenu et transférer le pouvoir de décision à des instances technocratiques qui sont censées savoir mieux que les peuples ce qui est bon pour eux. Voilà. C'est ça la philosophie de l'Union européenne. Et donc, depuis le début, depuis la communauté européenne du charbon et de l'acier.
Et donc, la question, la question fondamentale, c'est celle-là. Et si vous voulez, la manière dont j'explique comment ça se traduit en fait dans ce livre et quelles sont les multiples conséquences qui devraient nous conduire à dire ça ne peut plus durer, tout ça est d'une parfaite actualité. Bon, à l'époque, la seule chose qui a vieilli, c'est qu'à l'époque, c'était le moment où le parti de gauche, ou la France Insoumise, je ne sais plus comment ça s'appelait à cette époque-là, avait un discours souverainiste. Il y avait des gens comme François Koch qui étaient dans cette organisation et qui poussaient dans la voie du souverainisme. Donc je crois que je terminais un des chapitres par camarade Mélenchon, encore un effort pour dire, voilà, il vous faut passer encore un stade pour permettre à la construction d'un front souverainiste. Bon, aujourd'hui, on voit bien que tout ça a disparu et que Mélenchon est passé à autre chose, à une stratégie complètement différente. D'ailleurs, tous les gens dont j'ai parlé tout à l'heure ont été purgés. Et donc, tout ça n'a plus aucune actualité. Mais en dehors de ces questions de nom et de ce petit détail politique, je veux dire, je crois que ce livre est toujours d'une actualité brûlante. Alors vous êtes d'autant mieux placé pour le savoir, pour connaître la nocivité de l'Union européenne, et vous l'avez dit vous-même d'ailleurs, que vous résidez en Grèce, qui est probablement le martyr en fait de la construction, enfin en tout cas de la dernière décennie de la construction européenne, même des 2 dernières décennies, puisque maintenant ça fait un peu plus de 10 ans donc, qu'ont eu lieu ce qu'on a appelé la crise des dettes souveraines, qui a particulièrement marqué la Grèce, avec un plan d'assainissement de ses finances publiques qui a été, vous y reviendrez probablement, mais qui a été extrêmement brutal. Et ensuite, on se souvient que le gouvernement Syriza a fini par se coucher devant ses interlocuteurs internationaux. Donc aujourd'hui, en 2026, ça fait même presque 15 ans, oui, ces interlocuteurs internationaux. Comment se porte la Grèce? Donc aujourd'hui, en 2026... Non, c'est un mensonge médiatique. La Grèce ne va pas mieux. La bourse grecque va mieux. Oui, la bourse grecque va mieux. La Grèce et les Grecs ne vont pas mieux. C'est-à-dire qu'on a fait disparaître... toutes les activités productives, sous prétexte qu'elles n'étaient pas rentables, et qu'il fallait assainir. Donc voilà, on a supprimé un certain nombre de banques qu'on a regroupées. Mais sur le plan de l'activité économique, rien n'est reparti. Mais si vous voulez, on sait bien que ces plans d'ajustement structurel que le FMI mène depuis les années 70 n'aboutissent jamais à une réussite. Alors, si vous voulez, ce que disent aujourd'hui les gens qui sont chargés de faire passer le message que la Grèce va mieux, c'est il y a moins de chômage. Alors, il y a moins de chômage, on va commencer par là. Il y a moins de chômage parce que 500 000 Grecs se sont exilés sur une population de moins de 10 millions d'habitants, ou d'un peu plus de 10 millions d'habitants. Faites le rapport avec ce que ça impliquerait en France. Voilà. Qui est parti? Les plus jeunes, les mieux formés, les plus diplômés. C'est-à-dire des gens qui sont la force vive de la nation. Dont le contribuable grec a payé les études et qui sont partis créer de la valeur ajoutée ailleurs. En Suède, en Allemagne, en France un peu, au Canada, aux États-Unis, en Australie, parce que la Grèce est un vieux pays d'émigration. Autrefois, c'était les gens les plus pauvres et les moins bien formés qui partaient. Mais beaucoup de Grecs ont de la famille aux États-Unis, au Canada, en Australie, et donc c'est relativement facile de partir.
Voilà. Donc, si vous voulez, ça veut dire aujourd'hui, par exemple, que les hôpitaux n'ont plus assez d'anesthésistes, n'ont plus assez de pédiatres, que des opérations sont repoussées parce que il n'y a pas assez de monde, de matériel, etc. Bon. Qu'est-ce que... donc ça, c'est la première raison pour laquelle... La deuxième, on vous dit, la dette a diminué. Quand la crise a été déclenchée, la dette grecque était en gros entre 110 et 120% du PIB, c'est-à-dire l'état de la France aujourd'hui. Cette dette, du fait des plans d'ajustement structurel, du fait des 3 mémorandums, comme on dit, cette dette est montée à plus de 200% du PIB. Et aujourd'hui, elle doit être à 170. C'est-à-dire que 15 ans après, la dette grecque est plus importante qu'au moment du déclenchement de la crise. Et il n'y a pas de problème de solvabilité aujourd'hui alors qu'il y en avait à l'époque, bizarrement, alors que l'activité économique a baissé. Donc vous voyez bien, ne serait-ce que là-dessus, combien il s'est agi à l'époque. Moi, je l'ai expliqué, j'ai essayé de l'expliquer à l'époque partout où je pouvais. Et avant les élections Syriza, on m'a un peu invité sur les grands médias. Si ça vous amuse, je vous dirai pourquoi j'ai été blacklisté à un moment donné. La crise a été déclenchée, pour faire un exemple. Et elle a été déclenchée pour voir jusqu'où on pouvait aller. C'est-à-dire que la Grèce a été un laboratoire pour voir jusqu'où on pouvait démembrer l'État social. Bon. De par son histoire, on est aujourd'hui le 21 avril, c'est-à-dire le 69e anniversaire du coup d'État des colonels en 1967. Donc la Grèce est revenue à la démocratie en 1974. Avant, elle avait eu une guerre civile. Avant, il y avait eu l'occupation, etc. Donc, si vous voulez, la Grèce n'a construit son État social que très, très tardivement par rapport au reste de l'Europe occidentale, en 1974 au lieu de le bâtir en 1945. Et donc, c'était un État social déjà très faible. On l'a complètement démantelé. Il n'y a plus de droit du travail en Grèce. Il n'y a plus de droit du travail. Vous pouvez on est même passé à la semaine de, je ne sais plus combien, 75 heures, cette année ou l'année dernière. Les gens sont obligés d'avoir, beaucoup parmi les gens, surtout dans les villes, sont obligés d'avoir 2 emplois, voire 3 emplois. Les revenus ne permettent pas d'un emploi ne permettent pas de vivre. Le PIB n'a toujours pas rattrapé le niveau de 2012. On a un PIB qui a été amputé du tiers, si vous voulez. Donc c'est un traumatisme, qui n'a pas d'équivalent en temps de paix, sauf peut-être la chute de l'Union soviétique, la période qui suit la chute de l'Union soviétique où il y a une destruction de richesses massive. Donc, alors, que reste-t-il aujourd'hui comme activité économique en Grèce? Le tourisme. Alors on va voir, parce que si vous voulez, avec l'augmentation des prix des billets d'avion qui va probablement survenir avec les problèmes actuels. Voire la pénurie complète. Voire la pénurie de kérosène. On va voir ce que ça va donner. On a réduit l'économie grecque à une activité de service, et de service en réalité
aux touristes fortunés d'Europe occidentale. Hein. En gros, on en a fait un parc de loisirs. Vous le voyez d'ailleurs dans la gestion de l'archéologie, hein, où aujourd'hui, on fait ce que les archéologues, j'ai une formation d'archéologue, ce que les archéologues appellent de l'anastylose, de la reconstruction, pour en fait faire des... Je ne veux pas paraître excessif, mais faire des parcs touristiques plutôt que d'essayer de faire comprendre ce qu'était la civilisation antique. Bon, voilà, alors le tourisme de croisière, le tourisme all-inclusive. Mais alors, tourisme de croisière, tourisme all-inclusive, ce sont des tourismes que j'appelle coloniaux. C'est-à-dire que les revenus ne vont pas en Grèce. Ils vont à des multinationales du tourisme qui sont basées à l'étranger, en France, en Allemagne, en Angleterre. Les gens payent leur séjour en France, en Angleterre, hein, et sur place, on utilise des prestataires de services qu'on pressure au maximum pour pouvoir tirer des prix relativement attractifs. Mais comme la Grèce a l'euro, qui est surévalué pour son économie, elle n'arrive de toute manière pas à rivaliser avec des pays à monnaie faible, comparables, qui peuvent offrir des services comparables, que sont la Turquie, le Maroc, la Tunisie. Voilà. Donc, si vous voulez, et ces revenus, ils ne vont pas aux Grecs, ils vont à ces multinationales du tourisme. Donc, et le deuxième secteur, c'est l'armement maritime, qui est le secteur traditionnel. Mais ce secteur maritime, pour des raisons historiques, parce que la Grèce a été tellement détruite par l'occupation allemande, que c'était et les armateurs avaient participé à l'effort de guerre allié, en mettant leur flotte d'abord en Égypte, puis sur l'Atlantique. Et donc, on les a récompensés à la libération en défiscalisant l'activité d'armement maritime. Et donc, cet armement maritime est toujours une des forces de l'économie grecque. Il produit quand même de la recette fiscale, parce qu'il y a encore toute une partie des Grecs qui sont employés sur ces bateaux. C'est pas des équipages uniquement philippins ou sri-lankais, mais il y a toujours des équipages grecs, enfin une partie des équipages qui est grec. Et puis si la plupart des armateurs ont des bureaux à Londres, ils ont gardé quand même des bureaux au Pirée, qui font qu'ils continuent à payer des charges sociales sur les salaires. Voilà. Donc il y a cette activité maritime, mais là encore, on ne sait pas comment ça va tourner avec les événements actuels. Donc si vous voulez, les événements actuels risquent d'être très difficiles à surmonter économiquement pour la Grèce, parce que si l'armement maritime est très impacté et si le tourisme est très impacté, c'est les deux seuls secteurs d'importance qui restent. Alors après, vous avez des universités grecques qui sont de pointe dans les domaines de la recherche océanographique, d'un certain nombre de métiers de recherche. Vous avez des petites industries, notamment de produits cosmétiques, qui ont réussi à refaire surface. Les Grecs sont plutôt bons dans l'informatique, etc. Mais si vous voulez, tout l'appareil industriel a disparu. Le secteur des engrais, par exemple, si vous voulez, dans les années 60, la Grèce produisait ses propres engrais. Aujourd'hui, elle est obligée de les acheter dans le Golfe. Donc voilà. Donc tout ça est une catastrophe.
Alors, si vous vous promenez dans les villes grecques, notamment à Athènes, mais à Thessalonique, mais à Volos, à Patras, si vous restez dans le centre, vous allez avoir l'impression d'un pays qui va bien, parce qu'il y a 30% de la population qui a tiré son épingle du jeu. Et donc, vous allez voir des commerces de luxe, des restaurants qui tournent, des bars branchés, etc. Mais si vous faites 3 pas de côté, vous allez tomber dans des quartiers où tous les commerces sont fermés il y a 10 ans, 12 ans, 15 ans, et qui n'ont jamais rouvert. Voilà, donc si vous voulez, la situation de la Grèce va mieux? Non, elle ne va pas mieux. Alors, je vous ai dit que si je voulais vous faire rire, vous sourire, vous dire comment j'ai été blacklisté. Donc, quand j'ai sorti La Grèce et les Balkans, c'était à peu près au moment où Syriza gagnait les élections, donc j'ai été invité dans plusieurs médias pour commenter les élections, les résultats, les ceci et cela, ce que Syriza allait faire. Et puis est venu le moment où Syriza a capitulé. Il a capitulé quand même, il faut le rappeler, alors que les Grecs ne voulaient pas capituler. C'est-à-dire qu'avec une forte participation, ils avaient voté à plus de 55% pour le rejet du plan européen. Et moi, à l'époque, sur mon île, je me rappelle d'avoir été à l'épicerie où je vais faire mes courses, où il y avait la télévision qui marchait, avec à l'époque Varoufakis qui menait son bras de fer avec Schauble et les autres. Et il sortait et je dis à l'épicier, je dis alors, qu'est-ce qui se passe? Et il me dit, oh, toujours les mêmes conneries, ils veulent notre mort, etc. Je lui dis, mais alors qu'est-ce qu'on fait? Il me dit, bah on sort de l'euro, évidemment. Et je dis, oui, mais sortir de l'euro, ça va être dur. Il dit, bah oui, on en a pour 5 ans à galérer, mais on se serrera les coudes dans les moments difficiles, on sait faire. Voilà, donc si vous voulez, c'était au moment du référendum, c'était l'état d'esprit des Grecs. Je ne veux pas dire que les Grecs voulaient sortir de l'euro ou voulaient sortir de l'Union européenne, mais en votant non, ils ont voté non, et je peux vous dire que la propagande était intense pour leur dire, si vous votez non, vous allez être sortis de l'euro et sortis de force de l'Union européenne. Tout le monde leur a dit. Y compris Juncker, etc. Eh bien, malgré ça, les gens ont pris le risque de voter non. Alors, je ne veux pas dire qu'ils ont voté pour la sortie de l'Union européenne, mais ils ont accepté, en votant non contre ces mémorandums, l'éventualité de la sortie de l'Union européenne. Et je crois qu'aujourd'hui, la situation n'est pas très différente, parce qu'en réalité, aujourd'hui, la vie politique grecque est un champ de ruines. C'est-à-dire que Syriza n'a pas survécu à sa trahison. Aujourd'hui, ils sont à 5% dans les sondages. Ça tombe bien que vous partiez sur ce sujet. Vous avez fait la transition pour moi, c'est merveilleux, parce que je voulais justement vous interroger sur... On voit que c'est un phénomène inter-européen, la montée de partis, alors vous les appelez comme vous voulez, patriotes, nationalistes, eurosceptiques, voire même parfois exciteurs. Alors, qu'en est-il en Grèce? Est-ce que la Grèce connaît ce phénomène? Est-ce qu'il y a même des partis grexiteurs en Grèce? Ben, si vous voulez, la Grèce l'a connu avant tout le monde. C'est-à-dire que Syriza est arrivé au pouvoir sur le mot d'ordre « pas un pas en arrière ». Et pas un pas en arrière, ça voulait dire, si on nous force à faire un pas en arrière, on sort, ce que je viens de vous expliquer. Donc ils ont été élus, ils ont gouverné avec un petit parti de droite souverainiste qui s'appelait les Grecs indépendants et qui était, si vous voulez, l'équivalent de, je sais pas, un parti de droite souverainiste, voilà, qui avait fait scission du parti de droite majoritaire sur l'idée il faut refuser à tout prix les mémorandums. Donc ils ont gouverné ensemble et ils ont accepté ensemble de capituler devant l'Union européenne. Donc derrière,
qu'est-ce que les Grecs ont dit? Ils ont dit, on nous a trahis et on va pas remettre le couvert avec d'autres. Donc, si vous voulez, qu'est-ce que vous avez vu derrière? Vous avez vu exploser l'abstention. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous voulez, la Grèce est un pays, au sortir de la dictature et jusque dans les années 2000, qui votait à plus de 80%. C'était un pays extraordinairement politisé. Aujourd'hui, quand on atteint les 50% de participation, c'est tout le bout du monde. C'est-à-dire que vous avez 50% de gens qui ne veulent plus voter pour des partis qui les ont menés là où ils sont. Et comme il y a eu cette expérience souverainiste ratée, on peut dire, d'alliance gauche-droite, de partis qui avaient dit on ne va pas céder et qui ont cédé, derrière, il y a un grand déficit démocratique qui s'est installé. Donc la droite a fait son nid là-dessus. Elle a gagné 2 élections et probablement elle va gagner la prochaine, même si, voilà. Et puis aujourd'hui, les gens ne croient plus à rien. Donc là, il y a 2 partis qui vont peut-être se créer. 3 partis qui vont peut-être se créer. Il y a Tsipras qui a laissé tomber Syriza et qui veut refaire un grand mouvement de centre-gauche. Donc, voilà, je ne vous dis pas. Il y a l'ancien Premier ministre de droite, dit nationaliste, qui a appliqué le 2e mémorandum, qui a accepté et signé le 2e mémorandum et l'a appliqué, qui veut faire un parti de droite un peu plus dur en disant moi je ne vais pas sacrifier les intérêts nationaux. Mais personne n'y croit, il a appliqué le 2e mémorandum. Et puis il y a un parti citoyen, entre guillemets, qui pour l'instant est sur les fonds baptismaux. On ne sait pas très bien ce que ça va donner. C'est quelque chose qui est né de l'accident ferroviaire de Tempi, qui a été un accident ferroviaire dont les experts ont dit que c'était l'Union européenne, en réalité, et les politiques d'austérité de l'Union européenne qui étaient responsables, parce que la compagnie de chemin de fer a été vendue aux Italiens comme tous les biens publics, et que derrière, les objectifs de rentabilité, etc., ont fait que les voies de chemin de fer n'ont pas été modernisées et sécurisées. Donc il y a un grand nombre d'étudiants qui rentraient chez eux pour le week-end qui ont été tués. Et il y a une des mères d'une victime de Tempi qui est en train de créer un parti citoyen, un parti dont on ne voit pas bien encore quelles vont être les orientations politiques, c'est très brumeux pour l'instant, qui essaye de coaguler ce mécontentement populaire vis-à-vis de tout ce qui est la politique institutionnelle. Voilà, donc si vous voulez, mais en réalité, aujourd'hui, c'est un champ de ruines. C'est-à-dire que les gens n'y croient plus. C'est-à-dire que la trahison de Syriza et des Grecs indépendants a stérilisé tout un champ politique qui pouvait... Alors maintenant, si vous me dites, est-ce que les Grecs veulent sortir de l'Union européenne? Probablement non aujourd'hui, parce que ils pensent qu'avec l'OTAN, c'est une garantie, à mon avis, ce en quoi ils se trompent sur les deux sujets, que c'est une garantie vis-à-vis de l'impérialisme turc. Alors vous êtes très fort en transition parce que c'est exactement la question que je voulais vous poser. Admettons un scénario fictif. La Grèce, malgré elle, d'après ce que vous me dites, sort de l'Union européenne et l'OTAN disparaît ou devient une coquille vide. La Grèce se retrouve seule, toutes choses égales par ailleurs. Dans quelle situation se retrouverait-elle? Alors, pas tout à fait seule, puisqu'il y a 2 ans ou 3 ans, la Grèce a conclu avec la France un accord de sécurité commun qui prévoit
l'intervention automatique de l'un des deux si un des deux pays est agressé. C'est-à-dire que, en principe, si la Grèce est agressée par la Turquie, la France s'est engagée à intervenir militairement aux côtés de la Grèce. Donc, cet accord a été ratifié au Parlement grec et le Premier ministre en a fait un argument électoral en disant c'est la première fois dans son histoire que la Grèce est garantie, le territoire grec, la sécurité du territoire grec est garantie par automatiquement par cet accord de sécurité avec la France. Bon, les accords de sécurité valent ce qu'ils valent. Hein, on a tous en tête des exemples qui le relativisent. En réalité, beaucoup de Grecs sont très anti-américains depuis la guerre civile de l'après-deuxième guerre mondiale et la dictature des colonels dont je parlais tout à l'heure. Mais ils considèrent, pas tout à fait à tort, que l'intérêt stratégique de la Grèce pour les États-Unis est leur seule véritable garantie de sécurité. Alors il faut comprendre que, si vous voulez, c'est un tout petit pays. C'est un pays de 10 millions d'habitants face à une Turquie qui doit être maintenant à 65 ou 70 millions d'habitants, 80, avec une armée ultra puissante, avec une industrie de défense qui est aujourd'hui exportatrice d'armes, qui est à la pointe sur les drones, qui représente un véritable danger. Donc, si vous voulez, il y a cette ambivalence grecque de dire on a un voisin qui est ouvertement agressif à notre égard. Alors, ça dépend des moments. Hein. En ce moment, c'est plutôt calme parce que Erdogan il a regardé du côté de la Syrie où il a installé l'actuel chef d'État syrien. Il regarde du côté de l'Iran, il regarde du côté du Kurdistan, mais il y a un moment où il va retourner comme il y a 3 ou 4 ans, le regard vers la mer Égée et ses ressources gazières et pétrolières dont on sait qu'elles sont en mer Égée et qu'elles ne sont pas exploitées parce qu'il y a un conflit, il y a un casus belli de la Turquie sur la mise en exploitation des ressources gazières et pétrolières en mer Égée. Donc, si vous voulez, c'est une situation extrêmement compliquée stratégiquement pour la Grèce. Le territoire grec accueille une des bases aéronavales les plus importantes de l'OTAN, qui est la base de la Souda en Crète, de Souda, la Sud on dit en France, mais de Souda en Crète, à côté de la Canée, de Chania, qui est en face de la Libye, où le porte-avions américain qui avait des problèmes de toilettes et d'incendie est allé relâcher en revenant de mer Rouge. Il y a une implantation américaine de plus en plus importante du côté d'Alexandroupoli, qui est tout près de la frontière turque, parce qu'il y a eu une méfiance qui s'est installée entre les États-Unis et la Turquie à propos de la base d'Incirlik, depuis que le gouvernement Erdogan, enfin c'était pas Erdogan à l'époque, mais c'était parce que Erdogan était encore interdit de se présenter, mais de son prédécesseur, qui avait interdit aux Américains d'utiliser la base d'Incirlik pour envahir l'Irak au moment de la guerre, de l'invasion illégale des Anglo-Américains de l'Irak, pour renverser Saddam Hussein. Donc depuis ce moment-là, les Américains se sont dit que Incirlik n'était pas forcément très
très sûr. Les Turcs ont coupé plusieurs fois lors de tensions l'approvisionnement électrique de la base d'Incirlik. Et donc ils ont rapatrié une partie des activités d'Incirlik à Alexandroupoli, notamment avec l'idée d'en faire la base vers leur implantation de plus en plus importante en Roumanie. Et donc si vous voulez, le gouvernement actuel joue à fond cette carte de l'intérêt géostratégique pour les Américains de la Grèce, avec un peuple qui n'est pas... où il y a, comme je vous disais tout à l'heure, où il y a un vrai anti-américanisme enraciné du fait de l'histoire et des ingérences américaines dans l'histoire contemporaine grecque. Donc si vous voulez, c'est une situation très, très compliquée pour les Grecs. D'ailleurs, la situation de la Grèce dépend, vous avez dit, de la Turquie, c'est son voisin le plus important, mais pas que. On a vu récemment que la situation évoluait politiquement en Bulgarie. Alors je sais que vous vous intéressez à la question, donc qu'est-ce que vous avez à en dire des dernières élections bulgares? Ben, si vous voulez, ça fait 4-5 ans maintenant que chaque fois que je fais une interview, je dis il y a un pays auquel on ne s'intéresse pas, qui est la Bulgarie, et qui est dans un état de crise politique profonde. C'est-à-dire qu'en Bulgarie, vous avez eu 8 élections législatives en 5 ans. Donc ça fait, si vous voulez, en gros une élection législative tous les 8 mois, avec un gouvernement qui dure 3-4 mois et qui expédie les affaires courantes pendant 3-4 mois. Donc si vous voulez, c'est un pays qui est devenu ingouvernable, dans lequel se battaient des partis pro-européens et anti-russes, qui avaient le dessus du pavé, notamment le parti qui était un des piliers du PPE, du Parti populaire européen, la droite au niveau européen, qui s'appelle le GERB, dirigé par Boško Borisov, qui est un parti corrompu jusqu'à la moelle, avec un chef corrompu jusqu'à la moelle, mais tellement bien en cours à Bruxelles et avec Madame von der Leyen, que, si vous voulez, l'Union européenne a tout fait pour le maintenir au pouvoir, en suscitant des petits partis centristes, etc., qui apportaient leur soutien pendant 6 mois, 3 mois, etc. Et puis, cette espèce de comment dire, de survie artificielle de ce parti a trouvé sa fin à la dernière élection législative qui a eu lieu dimanche dernier, puisque ce parti s'est effondré. Fut une époque où il recueillait 40% des voix. Là, je crois qu'il est à 14, en tout cas en dessous de 15. Et puis, au fil des élections législatives, on a vu monter petit à petit 2-3 formations qui étaient eurosceptiques, plus ou moins, allant de la volonté de sortir de la Bulgarie à la volonté d'obtenir la volonté de la Bulgarie de sortir de l'Union européenne, à la volonté d'obtenir des statuts à la hongroise avec des exemptions, des ceci, des cela. Voilà, et qui surtout étaient des partis qui demandaient la fin des sanctions à l'égard de la Russie et la reprise du dialogue avec la Russie, pour 2 raisons. D'abord parce que la Bulgarie est un pays pauvre, le plus pauvre de l'Union européenne, et qu'il a tout son gaz qui vient de Russie, et que si on l'oblige à payer son gaz au prix international en changeant de fournisseur, les gens ne pourront plus chauffer l'hiver et le pays va sombrer. Donc si vous voulez, il y avait une cause économique tout à fait
réelle. Et puis la deuxième raison, c'est qu'il y a une proximité, et là, si vous voulez, on rentre dans une des grandes contradictions de l'Union européenne, il y a une proximité culturelle, historique, extraordinairement profonde entre la Bulgarie et la Russie. C'est-à-dire qu'au temps de l'URSS, on disait que si la Bulgarie n'avait pas intégré l'URSS, c'est parce qu'il n'y avait pas de frontières communes, mais qu'en réalité, historiquement, la Bulgarie doit son indépendance aux armées russes. La langue est extraordinairement proche de la langue russe. Il y a une communauté culturelle. Et pourquoi je vous dis que c'est là qu'on rentre dans le dur de l'Union européenne? C'est que cette Union européenne, elle se fout totalement de ça. Elle se fiche totalement des différences culturelles entre les peuples des États, et c'est pour ça qu'elle crèvera. Elle se fiche totalement de la différence culturelle qu'il peut y avoir entre des États membres, et elle se fiche complètement des relations historiques que certains de ces États membres peuvent avoir avec des pays hors de l'Union européenne. Et que ça ne peut pas marcher. Vous ne pouvez pas dire aux Grecs « vous avez les mêmes intérêts que les Lettons » et dire aux Bulgares « vous n'avez pas les mêmes intérêts que les Russes ». Vous arrivez à des contradictions qui touchent à la stupidité absolue. Bon. Alors, historiquement, si vous voulez, la stupidité, ça finit en général par des catastrophes. Voilà, donc, alors, qu'est-ce qui s'est passé dimanche? Il s'est passé qu'il y a un général qui était président de la République, qui a eu une grosse crise sur les problèmes de corruption à la fin de l'année, qu'il était président de la République, qu'il a démissionné, qu'il a groupé autour de lui tous les petits partis souverainistes et pro-russes, et qu'il a emporté largement les élections. C'est-à-dire qu'il arrive à plus de 40% avec son nouveau parti qui n'existait pas il y a 6 mois. Et il a surtout une majorité absolue à la Chambre, c'est-à-dire que pour la première fois depuis 5 ans, il va y avoir un gouvernement majoritaire sans obligation de coalition, donc un gouvernement, a priori un gouvernement fort, qui va pouvoir parler peut-être d'une voix différente à Bruxelles et à Madame von der Leyen. Alors, le piège, c'est qu'en même temps, la Bulgarie est entrée dans l'euro, juste avant l'élection. Et que là, si vous voulez, quand vous voyez l'état de l'économie bulgare, avec en plus une monnaie surévaluée probablement de 40%, ça annonce des jours extrêmement compliqués économiquement pour ce gouvernement s'il maintient cette option d'entrer dans l'euro, enfin s'il ne ressort pas de l'euro dans des délais, bref. Voilà. Mais en tout cas, je pense que la Bulgarie est un des endroits où les contradictions internes de l'Union européenne sont les plus fortes, qu'on a tort de ne pas regarder ce pays et qu'il va falloir regarder très attentivement ce qui s'y passe dans les mois qui viennent. Voilà qui sera le mot de la fin. Merci Olivier Delorme pour cet entretien. Si vous avez apprécié cette émission, je vous invite à aller voir tous ces autres épisodes, également à aimer, commenter et partager cette vidéo et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Merci à vous et à bientôt. Merci à vous de votre invitation.